Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Charlotte, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 83, J'arrête de ruminer. L'idée pétillante de la semaine nous vient d'un de nos auditeurs ou une de nos auditrices sous le pseudo de Mano Bonbon qui nous a laissé ce commentaire sur Apple Podcast et qui nous dit « Ce podcast est comme son nom l'indique une bulle de bonheur. Merci pour votre bienveillance et vos conseils, je recommande. » Alors, merci beaucoup pour votre message et puis faites comme Mano Bonbon, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et la manière dont vous vivez et vous ressentez ces bulles de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! La semaine dernière, j'ai raté mon dîner. Enfin, pas totalement, mais le gâteau était fade, sans goût. Et à table était assis un de nos super copains. Super gourmet, incroyable cuistot. Et j'ai passé le reste de la soirée à me demander ce qu'il en avait pensé. Et puis j'ai enchaîné en pensant que les autres avaient tous trouvé ça raté, mais avaient fait semblant d'aimer, que de toute manière, si j'étais plus drôle, personne n'aurait remarqué mon gâteau raté, et qu'il n'y avait que moi pour réagir comme ça, que je devrais être plus cool, que c'est sûr, tous ils n'avaient pas grand intérêt à avoir envie de nous voir si j'étais si rigide. Enfin bref, la totale. Et ça fait une semaine. Tout ça pour un gâteau un peu gris. J'ai envie de crier stop, mais où est le bouton off? Et ça me chicote. C'est toujours la même rengaine mentale, qu'il s'agisse d'un dîner raté, ou bien des études de mes enfants, du poste que j'occupe, etc., etc. Est-il possible de contrôler le petit vélo qui se met à pédaler dans ma tête beaucoup trop souvent dès qu'un clignotant s'allume? Et pourquoi un petit rien se met à prendre de telles proportions et me gâche la vie, ou encore mes nuits? Et comment puis-je faire pour retrouver plus de sérénité en moi et dans mes relations aux autres? Tout d'abord, arrêtons-nous un moment sur ce mot de rumination. Certains le confondent avec procrastination, d'autres avec tristesse ou encore avec nostalgie. La rumination est pourtant assez différente et bien spécifique. Pour le psychiatre Christophe André, ruminer, c'est se focaliser de manière répétée, circulaire et stérile sur les causes, les significations et les conséquences de nos problèmes, de nos situations ou de notre état. Des pensées qui sont obsédantes comme «j'aurais dû faire ça», «faudrait que», «je n'arriverai jamais à». Et le plus dingue là-dedans, c'est que la rumination, elle avance masquée. Lorsqu'on rumine, on a l'impression qu'on réfléchit. Et c'est là où elle piège. En fait, on ne fait que s'embourber et s'abîmer dans des pensées intrusives, souvent involontaires et difficiles à contrôler. L'adjectif stérile employé par Christophe André est fort. La rumination ne nous fait pas avancer, au contraire, elle amplifie nos problèmes et nos souffrances. Elle vient réduire notre espace mental disponible pour tout le reste de notre vie, notamment pour toutes les bonnes choses ou les instants heureux. Par exemple, je passe tellement de temps à ruminer en apprenant que je n'ai pas la chambre que je voudrais dans la maison de ma grand-mère que je passe à côté de la joie de Noël et des retrouvailles familiales. Je passe aussi à côté de tous les gestes d'affection que les autres manifestent à mon égard. Je m'embourbe dans une bouderie bien visible ou alors parfaitement dissimulée. Je me persuade que, encore une fois, j'ai été mise de côté car je suis la petite dernière et que personne ne fait décidément jamais attention à moi. La rumination met en place de mauvais réflexes et de mauvaises habitudes. Elle nous entraîne à ressasser les difficultés au lieu de les résoudre, même si c'est de manière imparfaite. Et lorsque la difficulté n'est pas dans notre ressort, la rumination nous empêche aussi simplement de la tolérer ou l'accepter. Par exemple, je suis aidant de ma mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je suis épuisée et je rumine sans cesse et en me disant que j'ai décidément une petite santé. Je me sens coupable d'être énervée. Je me sens coupable aussi de ne pas avoir envie de la voir. Et toutes ces croyances, elles créent alors tout un système de pensée de plus en plus épais, formant comme une toile d'araignée, comme un filtre à travers lequel je vois la réalité. Et dans certains cas, ce filtre bloque carrément ma réflexion. La rumination se caractérise souvent par le fait qu'aucune solution n'est trouvée au problème. Autrement dit, la rumination, elle mâche,
Elle mâche et elle remâche en permanence une pensée souvent négative, bloquant la possibilité de digestion et ensuite d'évacuation. Ce sont autant de petites phrases ou de pensées désagréables que j'ai en tête et que je me répète inconsciemment comme des mantras. Je suis pas à la hauteur, un tel se moque encore de moi. Ça vous parle? Et pourtant, dans le vocabulaire animal, chez la vache par exemple, la rumination est la première étape d'un processus de digestion dynamique qui a un début et une fin. Alors que chez nous, chez l'homme, ruminer s'apparente à du surplace et ça devient finalement toxique. Un peu un comble, non? Parce qu'au départ, ressasser une idée, c'est souvent un moyen de se préparer et de dépasser quelque chose qui nous fait peur. Si par exemple je donne une conférence dans 3 jours, je peux m'entraîner, me préparer, bon, et là tout va bien se passer. Mais pour d'autres personnes, ça va tellement les stresser. Ils vont tellement ressasser leur angoisse. Ils vont essayer de se rassurer, de se dire qu'ils maîtrisent tout. Et pour certains, l'anxiété va être tellement forte que ça va les bloquer éternellement à cette étape de préparation. D'ailleurs, une pensée négative, mais qu'est-ce que c'est? Pour la psychanalyste Claude Almos, ce qui rend une pensée négative, ça n'est pas tant sa formulation, mais c'est ce à quoi elle ouvre. Une pensée devient vraiment négative seulement quand elle n'entraîne pas de changement. En effet, certaines pensées négatives dans leur formulation ont un effet positif dès lors qu'elles poussent à vouloir changer. Bernard Anselme, médecin expert en neuropsychologie et auteur de l'ouvrage Je rumine, tu rumines, nous ruminons aux éditions Erol, insiste sur cette caractéristique sous-estimée de la rumination. Ce sont des pensées négatives qui ne génèrent pas d'action de correction. Nous ruminons car nous n'avons pas envie de corriger la situation, ou alors nous pensons que nous ne pouvons pas la corriger. Je reviens à l'exemple de la préparation de la conférence. Et du coup, nous revenons en boucle sur nos pensées sans agir, et c'est en cela que la rumination est stérile et toxique. Ce tourbillon de pensée conduit aussi à une auto-aggravation des émotions. Et le médecin explique aussi comment ça se passe dans le cerveau. C'est une véritable contagion neuronale. On active un réseau émotionnel de la peur ou de l'anxiété qui active d'autres zones du cerveau qui vont elles-mêmes générer des pensées négatives au niveau du cortex et c'est une boucle d'auto-aggravation. Mais d'où vient cette propension à se focaliser sur le négatif? À l'origine, et dans une optique de survie, le cerveau est conçu pour traiter en premier les informations négatives. On imagine bien l'intérêt de cette fonction au temps de la préhistoire, lorsque l'homme évoluait dans un univers hostile. Il est facile de comprendre qu'à l'époque, un chef de tribu se sentait rarement en sécurité, toujours prêt à contrer un danger imminent, que ce soit pour nourrir son clan ou pour le protéger des attaques animales. Aujourd'hui, les supermarchés débordent et nous risquons peu de nous faire attaquer par un lion en sortant de notre caverne. Cependant, cette fonction de veille est gravée dans notre cerveau archaïque. Une personne, naturellement anxieuse, va surutiliser cette fonction et ainsi se focaliser uniquement sur le négatif par réflexe inconscient. Prenons l'exemple d'un responsable marketing naturellement anxieux. Il vient de boucler une présentation sensible au boulot et il a passé un temps fou à la préparer. À la fin de sa présentation, il reçoit 90% de commentaires élogieux et 10% de remarques constructives questionnant son projet. Ayant tendance à ruminer, il se bloque sur ces minuscules remarques, les juge négatives, il se sent critiqué, il enclenche alors un cycle de réflexion et de pensée négatives comme « je ne suis pas apprécié à ma juste valeur »,« le produit sur lequel je travaille ne sortira jamais »,« je suis incapable, ça a toujours été comme ça ». Et alors, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle une distorsion cognitive. En fait, notre responsable marketing, il est tellement aveuglé par son anxiété qu'il perçoit l'opinion que ses collègues ont de lui à travers des lunettes déformantes. Comme il est face à une situation qu'il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas, il est alors tenté d'imaginer les explications manquantes pour reconstituer le puzzle dans sa tête. Mais alors, quelles sont les conséquences de ce cocktail explosif de toutes ces pensées sur lequel on rajoute des surinterprétations? Alors tout d'abord, des conséquences psychologiques. Une invasion de pensées désagréables peut générer une avalanche d'émotions désagréables.
de la peur, de la tristesse, beaucoup de frustration souvent, parfois même de la jalousie. Rendez-vous sur ce sujet avec le podcast 77. Je suis jalouse par exemple de mon grand frère justement installé dans la chambre que je convoitais dans la maison de famille. Ça peut aussi générer du ressentiment. Je nourris beaucoup de colère à l'égard des 2 collègues qui ont questionné ma présentation le mois dernier. Ces mal-être passagers peuvent s'installer à plus long terme et engendrer un vrai repli sur soi. Toutes ces réactions peuvent se manifester de manière très intériorisée et c'est tout aussi destructeur, ou bien ouverte et active avec beaucoup d'agressivité. Alors les conséquences peuvent être aussi sociales. Cet overthinking, cette surpensée, altère notre lien relationnel. Bernard Anselme prend l'exemple assez parlant d'une rencontre amoureuse. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui rencontre pour la première fois une jeune femme. En rentrant de ce rendez-vous, il se rend compte qu'il n'a pas du tout assez parlé de lui et il le regrette. Alors là, 3 scénarios s'offrent à lui. Le premier, cet homme a une estime de lui plutôt basse. Il va du coup tout de suite repenser à la conversation, se trouver nul, pas à la hauteur, trop timide ou effacé. Son imagination mouline à fond et il arrive chez lui dépité, persuadé d'avoir raté l'occasion de sa vie et il ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui. Deuxième scénario. Cet homme a une estime de lui modérée. Il est sensible aux ruminations et il s'appuie aussi sur la conversation avec cette femme et en fonction des réponses et des signaux qu'elle lui aura donnés, il aura plus ou moins de raisons de ruminer. Troisième scénario. Cet homme est confiant et dispose d'une haute estime de lui-même. De ce fait-là, cet homme va accepter qu'il n'ait pas pu tout dire. Il va apprécier les échanges qu'il a eus et il va se dire qu'il a eu de bonnes affinités et que, de ce fait-là, cette femme le recontactera peut-être. Sinon, il essaiera avec d'autres personnes et que cette femme-là n'était sans doute pas la bonne. Dans ce scénario, l'homme a fait preuve de compassion envers lui-même. Vous pouvez vous référer à la podcast numéro 39. En acceptant ses émotions négatives et en arrêtant de se créer de l'anxiété sur le futur de la relation, il devient tout de suite plus libre et d'ailleurs plus attirant. Ce lien relationnel peut également être altéré entre amis et une petite phrase de travers peut vous faire penser que telle personne est dangereuse, que vos amis sont faux et que vous n'êtes pas aimé autant que vous aimez les autres. Rencontrer de nouvelles personnes va devenir plus difficile, ça va être anxiogène et vous aurez tendance à être sur vos gardes et à vous retirer progressivement de la vie sociale. Pour certaines personnes, ça va prendre une dimension vraiment grave lorsqu'ils développent une véritable phobie sociale dont les conséquences familiales, amicales, professionnelles peuvent véritablement être sévères. Dans un autre registre, ruminer, ça peut faire grossir. Marie Thirion, médecin et auteur de Pourquoi j'ai faim, explique combien la nourriture apaise l'angoisse. Et merci qui ? Notre cerveau archaïque, toujours lui, celui qui se base encore sur ce sentiment d'angoisse bien réel des hommes préhistoriques, rassurés uniquement lorsqu'ils avaient réussi à trouver une source de nourriture pour leur tribu. Ce pédiatre est bien connu aussi auprès de parents qui viennent trouver en elle une coach de choc pour aider les petits bébés à faire leur nuit. En effet, les petits-enfants sont les premiers à se croire rassurés par une bonne tétée au milieu de la nuit, alors même qu'ils n'ont pas vraiment faim. Et en grandissant, nous continuons à associer inconsciemment une plaquette de chocolat à ce réconfort maternel que nous trouvions en tant que bébé. En plus, Marie Thirion nous apprend que le cerveau, quand il se trouve débordé, ne fait plus la distinction entre les différentes sources de stress. Résultat, il stocke pour parer à l'éventualité d'une disette. Une dépense imprévue qui met notre budget mensuel dans le rouge, un peu trop tôt, et hop, je grignote compulsivement une autre plaquette de chocolat. La faute aussi aux hormones du plaisir, comme l'endorphine ou la dopamine libérée, surtout quand on déguste quelque chose de gras ou de sucré. Seulement, vous le savez bien, se consoler en mangeant est un cache-misère temporaire, puisque nous ne remplissons pas notre désir de sécurité profond, mais en fin de compte notre estomac. Le sommeil est aussi le grand perdant de l'affaire. Comment bien se reposer alors que nos pensées vagabondent jour et nuit? Pour beaucoup, la rumination est une source d'insomnie chronique. La nuit, les angoisses prennent plus de place et nous collent au corps. Au petit matin, fréquemment, tout nous paraît moins complexe. Vraiment, ces ruminations, elles entretiennent elles-mêmes un espèce de cercle vicieux.
Allez, je change de regard. Mais d'où viennent ces pensées ruminantes? Alors, on pourrait dire d'une part que ça vient de la manière avec laquelle nous avons grandi. Nous avons pu être élevés par des parents un peu pessimistes ou anxieux qui nous ont transmis ce mode de fonctionnement. Parfois aussi, ça vient de traumatismes ou d'événements anciens. Je repense à un homme qui a divorcé et qui traîne depuis un sentiment de culpabilité latent. Il se sent jugé en permanence et il s'en sort pas. Ou alors, ça peut être un exemple dans la vie professionnelle. Je pense à une autre personne que j'ai accompagnée et qui a vécu une expérience professionnelle douloureuse et qui s'est senti déprécié, jugé, et depuis systématiquement, il se sent dévalorisé. Ça peut être aussi chez un adolescent qui a vécu un harcèlement scolaire, qu'il a bien dissimulé, et ça peut façonner des adultes peuvent être plus dépressifs et qui se dévalorisent systématiquement. Alors, comment faire en pratique? La rumination se repère et se combat en mettant en place des parades qui sont tournées vers le réel. Alors, première piste. L'épuisement intérieur dû à la rumination vient du fait que je dépense une grande part de mon énergie vers quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et de ce fait-là, ici, je décidais de diriger mon énergie vers ce que je peux contrôler. Je peux donc me construire une carte mentale pour distinguer ce que je peux contrôler de ce que je ne peux pas contrôler. Et ainsi me permettre de pouvoir lâcher prise. Je vous renvoie à la bulle de bonheur 21. Lâcher prise sur tous les éléments sur lesquels, de toutes les manières, je n'ai aucune emprise. C'est ce que propose Catherine Testa, grande spécialiste de l'optimisme. Elle prend l'exemple de toute cette crise de Covid. Angoisse permanente, restriction de nos libertés, éloignement de nos familles, il y a de quoi devenir chèvre. Je peux choisir de m'énerver sur le confinement en général, sur la situation économique inconfortable, sur les décisions du gouvernement que je ne comprends pas. Je peux ruminer en observant mes voisins faire la fête, sortir sans masque, organiser des grands dîners. Je peux ressasser ce que les autres disent, comment ils vivent la situation, essayer de savoir ce qu'ils pensent. Ou alors, au milieu de toute cette pagaille, je peux faire de l'espace contenant ce que je peux contrôler, c'est-à-dire mes mots, mes décisions, l'attitude que j'ai envers mes collègues. Je peux choisir de rester aimable auprès de la voisine du troisième même si elle ne respecte pas les règles. Je peux choisir de ne pas regarder en boucle l'actualité souvent anxiogène. Je peux prendre soin des autres et de moi. Je peux me réjouir de ce que je vis dans ma famille. Et je peux choisir de regarder ce qui va bien. Deuxième piste. Pour savoir si mes réflexions sont des ruminations, je peux me poser 3 questions. Première question. Depuis que je songe à ce problème, est-ce qu'une solution est apparue? Deuxième question. Depuis que je songe à ce problème, est-ce que je me sens mieux? Troisième question. Depuis que je songe à ce problème, est-ce que j'y vois plus clair? Est-ce que j'ai plus de recul? Si je peux répondre à ces questions en toute honnêteté, non, alors c'est que je suis en train de ruminer et je ne réfléchis pas. Dans ces cas-là, dites-vous que la solution ne viendra pas de votre esprit. Vous savez, la nuit, plus on se force à penser à autre chose et moins on s'endort. Non, dans ces cas-là, la solution vient de l'action. Aller marcher, parler à un proche, briser le cycle de pensée, s'efforcer de refermer le dossier. En fait, s'engager dans une autre activité pour penser à autre chose. Parce que sachez que 2 facteurs aggravent la rumination, c'est l'immobilité et la solitude. 2 choses peuvent au contraire l'entraver, c'est le mouvement et le lien. Mais attention, le lien, pas dans l'idée de co-ruminer à 2. Pour des parents, gérer la rumination d'un enfant prend beaucoup d'énergie parce que bien souvent nous avons peur qu'il n'arrive pas à être heureux. Alors notre réflexe est parfois d'être agacé et de contrebalancer sa négativité en lui montrant tout le positif ou en l'encourageant à fond. Commençons d'abord par l'écouter. Car positiver en retour par réflexe n'a pas de sens si l'on ne comprend pas d'abord ce qui se joue. Claude Almos prend l'exemple d'un enfant qui refuse catégoriquement d'apprendre à faire du vélo. Sa maman comprend pas. Elle a passé son temps à l'encourager, à le complimenter depuis toujours. Et rien à faire. En creusant, il s'est avéré que cette maman arrosait son enfant de tellement de compliments, car elle-même elle n'en avait pas suffisamment eu. Alors son fils, à force d'être complimenté,
s'était mis à avoir peur de décevoir sa mère à la moindre difficulté. Mieux valait donc pour lui de ne pas essayer à faire du vélo pour ne pas décevoir sa mère. Ce petit garçon était pris dans ce malentendu et il fallait l'aider à l'en sortir. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Je rumine quand je ressasse un problème, une situation ou une erreur de manière obsédante et continue. Je crois réfléchir, mais la rumination bloque ma réflexion. Et je peux la reconnaître parce qu'elle n'entraîne pas de changement, ni d'action de correction, et qu'elle devient toxique. 2. Ruminer me conduit parfois à transformer la réalité, ou à la percevoir un peu distordue. Et 3. Je risque de souffrir physiquement, ou de m'isoler psychologiquement et socialement. 4. Je me pose les bonnes questions pour identifier la rumination. Je suis plus fort qu'elle quand je privilégie le réel et le mouvement pour briser son cycle. Je maintiens un lien avec des personnes en qui j'ai confiance ou un thérapeute pour en identifier l'origine et sortir de ce cycle. 5. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence de souffrance ni de problème, mais c'est la manière avec laquelle nous les accueillons. Et enfin 6. Je peux choisir de diriger mon énergie vers ce que je peux contrôler. À vous de jouer, chers auditeurs. Prenez 5 minutes pour identifier un sujet que vous ressassez souvent ou qui vous empêche de dormir, afin de mieux le canaliser la prochaine fois qu'il pointera le bout de son nez. Et la petite mousse cette semaine, elle nous est servie par André Comte-Spanville, qui referme cet épisode en vous disant « Toute angoisse est imaginaire et le réel est son antidote. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.